climato-scepticisme, complotisme, méfiance et déni, indifférence et inaction, intérêt financier et désinformation. Toutes ces informations et la manière dont elles sont reçues nous conduisent vers une certaine peur, un certain désespoir. Que signifie le terme d'éco-anxiété ? Éco-anxiété a été forgé et théorisé en 1997 déjà par Véronique Lapège, chercheuse en santé publique belgo-canadienne. Ce terme est composé de éco, issu de écologie, du grec oikos, qui signifie maison, et logos, qui signifie parole, discours, ainsi que de anxiété, du latin anxietas, dérivé de anxius, de même signification, c'est-à-dire une inquiétude très vive, donnant l'impression que le cœur se serre. L'écologie concerne les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Ces êtres vivants sont les animaux, les végétaux et les micro-organismes. L'anxiété est l'état de trouble psychique lié à la crainte d'une menace réelle ou imaginaire. Elle est constituée d'une angoisse et d'un mal-être qui atteignent le sujet exposé à toutes les informations reçues et aux expériences vécues dans son environnement. Le sujet constate les changements déjà apparus, ceux qui sont à venir et qui vont modifier violemment ou insidieusement ses conditions de vie. Mon paysage familier a disparu. Je ne vois plus ni papillons ni insectes. Les oiseaux qui chantaient dans mon jardin ne chantent plus. On a détruit la forêt de mon enfance. L'océan est jonché de plastique. Les plages sont couvertes d'algues vertes et sont interdites. Je respire mal dans ma ville. Les catastrophes environnementales se succèdent et des écosystèmes entiers disparaissent. L'incidence des catastrophes naturelles augmente. Des phénomènes météo extrêmes ont lieu. Une pollution de masse mondiale se développe, tandis que s'opère une déforestation massive et une élévation du niveau de la mer. Donc cette éco-anxiété est étroitement liée à un sentiment d'impuissance sur le plan général et ou personnel face à ces multiples changements. Un sentiment de se trouver dans une impasse qui peut entraîner un choc traumatique avec effet de sidération plus ou moins intense. La prise de conscience d'un avenir sans avenir passe par des mouvements cycliques qui vont d'une dramatisation des dangers à leur amenuisement, mais aussi de déni. Et c'est ainsi que se danse une valse hésitation liée à des sentiments de pouvoir faire ou de complète impuissance qui peuvent se succéder de manière contradictoire face à la quantité importante d'actions nécessaires qui semblent impossibles à mettre en œuvre. Ces sentiments s'inscrivent sur un fond persistant d'émotions douloureuses, négatives, qui entraînent anxiété et dépression, inquiétude et pessimisme alliés avec la peur, l'angoisse, la tristesse, la honte, pardon de cette accumulation, et la culpabilité, mais aussi la frustration et la colère, ce qui provoque chez le sujet une fatigue d'être soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, une perte de sens et de motivation. Mais l'éco-anxiété n'est pas une pathologie. Ce n'est ni une affection reconnue par les spécialistes de la santé mentale, ni un syndrome. Elle n'est pas répertoriée dans le DSM-5, l'outil qui répertorie les troubles mentaux. Cependant, l'Association américaine de psychologie, l'APA, a évoqué l'éco-anxiété dans un rapport sur les impacts du changement climatique sur la santé mentale et l'a définie comme la peur d'un désastre, en anglais « doom » environnemental. L'éco-anxiété est avant tout un sujet d'inquiétude réel et partagé, un stress nécessaire lié à la survie, une réponse rationnelle à la crise et au mal-être qui en découle. C'est aussi une responsabilisation indispensable vers un engagement en termes de pensée, de parole et d'action. Mais elle peut devenir pathologique. Le phénomène est récent, plutôt mal connu. Il fait l'objet de nombreuses consultations auprès des professionnels aux États-Unis, un peu moins en France, où il est émergent. Lorsqu'elle est pathologique, l'éco-anxiété peut provoquer des crises d'angoisse, des attaques de panique, mais aussi des pensées ou des idées obsessionnelles, des questionnements permanents, des comportements compulsifs. Trop douloureuse, elle peut entraîner des réactions psychosomatiques et des syndromes post, voire pré-traumatiques. Envahissante, elle peut devenir paralysante dans la vie quotidienne et modifier la qualité de vie par des symptômes comme encore des troubles alimentaires, orthorexie,
anorexie ou hyperphagie. Sur fond de pessimisme général, elle peut devenir le point de départ à des dérives liées au complotisme et au survivalisme. Le complotisme est un soupçon qu'un complot est à l'œuvre. Pour les complotistes, le consensus scientifique sur le changement climatique serait fondé sur des complots destinés à manipuler les données pour des raisons idéologiques ou financières. Le survivalisme désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une ou plusieurs catastrophes éventuelles par des techniques de survie de toutes sortes. Apprentissage des milieux sauvages, rudiment de notions médicales, construction d'abris, stockage de nourriture ou d'armes dans un mouvement excessif et à certains égards paranoïaque. Je vais vous présenter 2 vignettes cliniques susceptibles de vous faire comprendre ce qui se joue pour les sujets confrontés à une éco-anxiété pathologique. Voici le cas de Cédric, un jeune homme de 25 ans qui termine sa dernière année de formation d'ingénieur à AgroParisTech. Il est issu d'une famille favorisée, attentive aux changements environnementaux et active à réduire son empreinte carbone, à se nourrir mieux et à consommer de manière durable. Cédric milite au sein du Parti écologiste. Il vient me consulter après 2 mois d'absence à ses cours, 2 mois où il est resté enfermé chez lui, loin de son école et coupé de toutes les interactions sociales. Il a consulté un médecin généraliste qui lui a prescrit des antidépresseurs. Ceux-ci n'ont pas eu les effets escomptés. Il vient me consulter sur les conseils d'un ami. Je reçois un jeune homme fatigué qui dort peu, qui mange peu et qui peine à sortir de chez lui. Il me fait part de sa culpabilité face aux changements environnementaux et à son insatisfaction, face aux quelques actions insuffisantes selon lui qu'il a menées pour améliorer l'état de la Terre. Il a un sentiment prégnant d'impasse dans ses études, alors qu'il s'y était engagé dans le but précis d'améliorer le climat et l'environnement. Il est sûr que désormais, rien ne pourra jamais s'améliorer. Au cours de nos séances, il me confie 2 images qui résument son mal-être. C'est comme si je devais vider la mer avec une petite cuillère. Et face à l'environnement, je suis comme Sisyphe avec son rocher. Nous nous mettons d'accord pour un rythme de 2 consultations par semaine. Je découvre que les premiers symptômes sont apparus au moment d'une rupture amoureuse. Cédric parvient à exprimer sa douleur ainsi qu'un double sentiment d'échec, perte de confiance en lui-même face à sa rupture et peur massive pour son avenir et celui de la Terre. Très impliqué dans sa thérapie, il est impatient d'aller mieux. Il ne manque aucune séance et manifeste la volonté de retrouver un peu du désir d'exister. En séance, je l'encourage à dire tout haut comment il voit son avenir. Comment se verrait-il utiliser ses connaissances pour inventer une approche différente de l'environnement? Comment l'amour pourrait-il s'inscrire à nouveau dans ses espoirs et dans un projet de lien nouveau? Il me parle de son goût pour la lecture et pour l'écriture. Je lui propose d'écrire chaque jour un petit texte sur la nature avec les joies et les inquiétudes qu'elle lui procure. 3 mois seront nécessaires pour qu'il retrouve appétit et sommeil et qu'il envisage de travailler après son diplôme dans une ONG plutôt que dans une multinationale de l'alimentaire comme il l'avait craint. Il comprend ainsi que les quelques phrases qu'il a rédigées chaque jour pourraient faire l'objet d'un blog régulier. Ce blog va être très suivi et va lui permettre de rencontrer de nombreux jeunes de son âge, ainsi qu'une militante avec laquelle il va tisser un lien amoureux. Il peut alors retourner en cours et terminer son cursus apaisé et capable de se projeter vers un avenir où il pourra réduire son inquiétude environnementale par l'action menée depuis son blog et retrouver des liens et des interactions sociales. Le 2e cas clinique concerne Camille, une jeune femme de 20 ans qui travaille dans un magasin de vêtements d'occasion. Après avoir raté le concours d'entrée dans une école des beaux-arts, après avoir raté ce concours. Donc, elle adore la mode, milite pour les vêtements de seconde main et se passionne pour leur customisation. Elle vient me voir avec une grande inquiétude et une forme d'épuisement physique et moral. Elle m'explique qu'elle manifeste un comportement maniaque vis-à-vis de la nourriture, qu'elle vérifie la qualité de tout ce qu'elle mange et veille à trier tous les déchets de manière compulsive,
qu'elle harcèle son entourage et se dispute en permanence avec ses 3 sœurs. Elle en veut au monde entier et ne sait plus quoi faire de sa vie, ni pour la terre qui l'inquiète. Ces symptômes sont apparus il y a 6 mois, à son retour de vacances au Portugal, au cours desquels les forêts des environs du village d'enfance de ses parents ont brûlé sur des milliers d'hectares. Elle a été évacuée au cours d'une nuit dont elle se souviendra toujours et en est ressortie traumatisée. Depuis, ses nuits sont peuplées de cauchemars, de forêts en flammes, et elle reste des heures à regarder les chaînes d'information et les réseaux sociaux, ainsi que tout ce qui concerne l'environnement qui l'intéresse jusqu'à l'obsession. Nous mettons en place une séance par semaine. La thérapie va durer un peu plus d'1 an, au cours duquel elle va retrouver un certain équilibre en renouant avec des nuits plus apaisées où les cauchemars ont disparu. En séance, je l'encourage à retrouver cette joie qu'elle a de customiser des vêtements. Elle m'apporte quelquefois des échantillons de son travail, paillettes cousues sur des chemisiers, applications de dentelle, broderies et galons, sur toutes sortes de vêtements. Au cours de sa thérapie, elle s'intéresse aux arbres, et plus particulièrement à ceux du nord du Portugal, fait en sorte de les connaître mieux et d'être à même de les protéger, comme lorsqu'elle était enfant et qu'elle passait des vacances chez son grand-père, qui lui parlait longuement de nature et de plantes. Elle va désormais dans les écoles parler de protection de la nature et des forêts et envisage de présenter à nouveau le concours des beaux-arts. Quelques chiffres. Ces 2 vignettes cliniques sont 2 exemples représentatifs du mal-être de la jeunesse face au changement climatique et aux dégâts environnementaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 75% des jeunes considèrent que leur avenir est angoissant. 59% sont très inquiets ou extrêmement inquiets à propos du changement climatique. 50% ressentent tristesse, anxiété, colère, impuissance et culpabilité. 45% pensent que les émotions vécues depuis le changement climatique affectent leur vie quotidienne. Les tendances récentes montrent une augmentation de cette inquiétude après les événements climatiques estivaux et ou la lecture d'informations, ainsi qu'une extension significative à toutes les tranches d'âge. Par ailleurs, on a montré une accentuation de toutes ces perceptions avec la crise Covid-19 et en même temps un grand besoin de nature qui se fait sentir, ainsi qu'une prise de conscience de la vulnérabilité humaine. On note que l'environnement urbain, avec le stress, le bruit, la pollution, fait présenter aux habitants des villes un risque psychique. Il provoque des atteintes sur la santé mentale, particules fines de l'atmosphère qui se logent dans le cerveau. La chaleur entraîne des troubles du comportement, violences et risques de suicide. La sécheresse présente des risques de troubles neuropsychiques liés à la déshydratation et à la malnutrition. Toutes ces décompensations peuvent avoir un impact sur le cerveau des enfants à naître. Enfin, les événements extrêmes sont facteurs de stress post-traumatique et de migration climatique. Comme l'exemple des 2 vignettes l'a montré, on peut avoir intérêt à consulter si l'angoisse est trop grande, empêche d'agir et dure, si la dépression persiste, s'il existe des problèmes d'addiction ou des idées suicidaires. Quand l'éco-anxiété n'est pas pathologique, on peut essayer de transformer cette éco-anxiété en éco-lucidité, en retrouvant un peu de soi et des autres, et développer un nouveau savoir-vivre en sachant. Savoir exister par son souffle, réguler sa respiration et exercer son corps à l'activité physique. Couper le flux des informations qui nous attirent, mais qui nous arrivera de toute façon. Retrouver des plaisirs simples et joyeux, contempler la nature, écouter le chant des oiseaux, marcher dans l'herbe, observer le soleil qui se lève. Écouter de la musique, en jouer, faire des gâteaux, les partager, lire des livres, lire des poèmes à haute voix, écrire pour soi, pour comprendre. Raconter ses joies, ses peurs et ses projets à ceux qui nous sont chers, parler avec les autres, que chaque jour soit l'occasion de quelques mots avec une ou un inconnu. Prendre soin des autres depuis une nouvelle confiance acquise pour soi-même, par des activités de bénévolat autour des personnes âgées, d'enfants ou d'adultes, selon nos compétences et nos choix, nos goûts et nos passions. Savoir que de nombreux changements et difficultés ont déjà troublé nos ancêtres et qu'ils s'en sont sortis. Savoir que tout seul, nous ne sommes pas suffisamment puissants. Compter sur le collectif pour agir.
Compter sur soi pour des actions de chaque jour valorisantes, fussent-elles minuscules. Penser au colibri. Ainsi, l'écolucidité heureuse pourrait devenir une écolucidité enthousiaste pour le formidable travail de réinvention qui nous attend, ainsi qu'il attend nos enfants et nos petits-enfants. Merci Nicole. En fait, tu nous as montré ce constat de l'éco-anxiété, les deux patients que tu as vus et que tu as accompagnés dans une éco-anxiété pathologique. Elle ne l'est pas toujours. Et tu as terminé par ces messages très positifs. Tu voulais en dire plus. Je t'avais demandé d'en mettre un petit peu moins. Mais en fait, tous ces messages de vie qui nous permettent finalement de résister à tous ces événements. Et Dieu sait qu'il y en a des événements, pas uniquement climatiques, mais aussi d'autres types d'événements. Et donc tu as donné quelques conseils de pensée positive dans notre vie pour lutter contre cette éco-anxiété. Je pense qu'on est un peu tous, un petit peu, mais justement, avec les messages que tu as pu faire passer, on peut essayer de vivre au mieux. Et surtout, tu l'as terminé par ton enthousiasme, par ton écolucidité enthousiaste et par également l'engagement que l'on peut avoir aussi, l'engagement que tu as montré d'ailleurs pour tes deux patients, l'engagement que l'on peut avoir pour améliorer notre environnement, en tout cas pour lutter, pour s'adapter à tous ces événements extrêmes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pour mon épouse qui a souhaité faire ce petit plaidoyer sur l'éco-anxiété. Je la remercie beaucoup parce que je lui ai demandé il y a peu de temps, elle a fait ce challenge d'accepter finalement de nous en parler et de vous faire passer ces messages les plus positifs. C'est elle qui a pensé au colibri, c'est pas moi, Patrick. Mais elle a montré aussi qu'à petits pas, on peut avancer. Merci beaucoup, Nicole, de ton plaidoyer.